Partie 2. Le mystère des trappes. Chapitre 1. Un coup de maître de l'amateur de trappes. Raoul et Christine coururent. Maintenant, ils fuyaient le toit où il y avait les yeux de braise que l'on n'aperçoit que dans la nuit profonde. Et ils ne s'arrêtèrent qu'au 8e étage en descendant vers la terre. Ce soir-là, il n'y avait pas représentation, et les couloirs de l'opéra étaient déserts. Soudain, une silhouette bizarre se dressa devant les jeunes gens, leur barrant le chemin. « Non, pas par ici !» Et la silhouette leur indiqua un autre couloir par lequel ils devaient gagner les coulisses. Raoul voulait s'arrêter, demander des explications. « Allez, allez vite !» commanda cette forme vague, dissimulée dans une sorte de houppelande et coiffée d'un bonnet pointu. Christine entraînait déjà Raoul, le forçait à courir encore. « Mais qui est celui-là » demandait le jeune homme. Et Christine répondait. « C'est le persan. Qu'est-ce qu'il fait là ? On n'en sait rien. Il est toujours dans l'opéra. »« Ce que vous me faites faire là est lâche, Christine, » dit Raoul, qui était fort ému. « Vous me faites fuir. C'est la première fois de ma vie. »« Ben, » répondit Christine, qui commençait à se calmer. « Je crois bien que nous avons fui l'ombre de notre imagination. » Si vraiment nous avons aperçu Éric, j'aurais dû le clouer sur la lyre d'Apollon, comme on cloue la chouette sur les murs de nos fermes bretonnes, et il n'en aurait plus été question. Mon bon Raoul, il vous aurait fallu monter d'abord jusqu'à la lyre d'Apollon. Ce n'est pas une ascension facile. Les yeux de braise y étaient bien. Et vous voilà maintenant comme moi, prête à le voir partout. Mais on réfléchit après et l'on se dit... Ce que j'ai pris pour les yeux de braise n'était sans doute que les clous d'or de 2 étoiles qui regardaient la ville à travers les cordes de la lyre. Et Christine descendit encore un étage. Raoul suivait. Il dit « Puisque vous êtes tout à fait décidée à partir, Christine, je vous assure encore qu'il vaudrait mieux fuir tout de suite. Pourquoi attendre demain ? Il nous a peut-être entendus ce soir. Mais non, mais non ! Il travaille, je vous le répète, à son Don Juan triomphant, et il ne s'occupe pas de nous. Vous en êtes si peu sûr que vous ne cessez de regarder derrière vous. Allons dans ma loge. Prenons plutôt rendez-vous hors de l'opéra. Jamais, jusqu'à la minute de notre fuite. Cela nous portera malheur de ne point tenir ma parole. Je lui ai promis de ne nous voir qu'ici. C'est encore heureux pour moi qu'il vous ait encore permis cela. Savez-vous, fit amèrement Raoul, que vous avez été tout à fait audacieuse en nous permettant le jeu des fiançailles. Mais mon cher, il est au courant. Il m'a dit « J'ai confiance en vous, Christine. Monsieur Raoul de Chagny est amoureux de vous et doit partir. Avant de partir, qu'il soit aussi malheureux que moi. » Et qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît ? C'est moi qui devrais vous le demander, mon ami. On est donc malheureux quand on aime ? Oui, Christine, quand on aime et quand on n'est pas sûr d'être aimé. C'est pour Éric que vous dites cela ? Pour Éric et pour moi, fit le jeune homme, en secouant la tête d'un air pensif et désolé. Ils arrivèrent à la loge de Christine. « Comment vous croyez-vous plus en sûreté dans cette loge que dans le théâtre ?» demanda Raoul. « Puisque vous l'entendiez à travers les murs. Il peut nous entendre. »« Non. Il m'a donné sa parole de n'être plus derrière les murs de ma loge. Et je crois à la parole d'Éric. Ma loge et ma chambre, dans l'appartement du lac, sont à moi, exclusivement à moi, et sacrées pour lui. » Comment avez-vous pu quitter cette loge pour être transportée dans le couloir obscur, Christine ? Si nous essayions de répéter vos gestes, voulez-vous ? C'est dangereux, mon ami, car la glace pourrait encore m'emporter, et au lieu de fuir, je serais obligée d'aller au bout du passage secret qui conduit aux rives du lac, et là, d'appeler Éric. Il vous entendrait ? Partout où j'appellerai Éric,
Éric m'entendra. C'est lui qui me l'a dit. C'est un très curieux génie. Il ne faut pas croire, Raoul, que c'est simplement un homme qui s'est amusé à habiter sous la terre. Il fait des choses qu'aucun autre homme ne pourrait faire. Il sait des choses que le monde vivant ignore. Prenez garde, Christine. Vous allez en refaire un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est un homme du ciel et de la terre, voilà tout. Un homme du ciel et de la terre, voilà tout, comme vous en parlez. Et vous êtes décidé toujours à le fuir? Oui, demain? Voulez-vous que je vous dise pourquoi je voudrais vous voir fuir ce soir? Dites, mon ami. Parce que demain, vous ne serez plus décidé à rien du tout. Alors, Raoul, vous m'emporterez malgré moi, n'est-ce pas entendu? Ici donc, demain soir, à minuit. Je serai dans votre loge, fit le jeune homme d'un air sombre. Quoi qu'il arrive, je tiendrai ma promesse. Vous dites qu'après avoir assisté à la représentation, il doit aller vous attendre dans la salle à manger du lac. C'est en effet là qu'il m'a donné rendez-vous. Et comment deviez-vous vous rendre chez lui, Christine, si vous ne savez pas sortir de votre loge par la glace, mais en me rendant directement sur le bord du lac? À travers les dessous? Par les escaliers et les couloirs où passent les machinistes et les gens de service? Comment auriez-vous conservé le secret d'une pareille démarche? Tout le monde aurait suivi Christine Daae et elle serait arrivée avec une foule sur le bord du lac. Christine sortit d'un coffret une énorme clé et la montra à Raoul. « Qu'est ceci ?» fit celui-ci. « C'est la clé de la grille du souterrain, de la rue Scribe. »« Je comprends, Christine. Il conduit directement au lac. Donnez-moi cette clé, voulez-vous ?»« Jamais !» répondit-elle avec énergie. « Ce serait une trahison !» Soudain, Raoul vit Christine changer de couleur. Une pâleur mortelle se répandit sur ses traits. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Éric ! Éric ! Ayez pitié de moi !»« Taisez-vous !» ordonna le jeune homme. « Ne m'avez-vous pas dit qu'il pouvait vous entendre ?» Mais l'attitude de la chanteuse devenait de plus en plus inexplicable. Elle se glissait les doigts les uns sur les autres en répétant d'un air égaré. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !»« Mais qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il » implora Raoul. « L'anneau !»« Quoi, l'anneau ? Je vous en prie, Christine, revenez à vous. »« L'anneau d'or qu'il m'avait donné. »« Hein ? C'est Éric qui vous avait donné l'anneau d'or ? » ?»« Vous le savez bien, Raoul. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'il m'a dit en me le donnant. Je vous rends votre liberté, Christine, mais c'est à la condition que cet anneau sera toujours à votre doigt. Tant que vous le garderez, vous serez préservé de tout danger et Éric restera votre ami. Mais si vous vous en séparez jamais, malheur à vous, Christine, car Éric se vengera. Mon ami, l'anneau n'est plus à mon doigt, malheur sur nous. C'est en vain qu'ils cherchèrent l'anneau autour d'eux. Ils ne le trouvèrent point. La jeune fille ne se calmait pas. « C'est pendant que je vous ai accordé ce baiser là-haut, sous la lyre d'Apollon, » tenta-t-elle d'expliquer en tremblant. « L'anneau aura glissé de mon doigt et aura glissé sur la ville. Comment le retrouver maintenant? Et de quel malheur, Raoul, sommes-nous menacés? Ah, fuir, 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 fuir tout de suite, insista une fois encore Raoul. Elle hésita. Il crut qu'elle allait dire oui. Et puis, ses claires prunelles se troublèrent, et elle dit « Non, demain !» Et elle le quitta précipitamment, dans un désarroi complet, continuant à se glisser les doigts les uns sur les autres, sans doute dans l'espérance que l'anneau allait réapparaître, comme cela. Quant à Raoul, il rentra chez lui, très préoccupé de tout ce qu'il avait entendu. « Si je ne la sauve point des mains de ce charlatan, dit-il tout haut dans sa chambre, en se couchant.
Elle est perdue, mais je la sauverai. Il éteignit sa lampe et il éprouva, dans les ténèbres, le besoin d'injurier Éric. Il cria par 3 fois à haute voix « Charlatan! Charlatan! Charlatan !» Mais tout à coup, il se leva sur un coude, une sueur froide lui coula aux tempes. 2 yeux, brûlants comme des brasiers, venaient de s'allumer au pied de son lit. Il le regardait fixement, terriblement dans la nuit noire. Raoul était brave, et cependant, il tremblait. Il avança la main, tâtonnante, hésitante, incertaine, sur la table de nuit. Ayant trouvé la boîte d'allumettes, il fit de la lumière. Les yeux disparurent. Il pensa, naturellement rassuré. Elle m'a dit que ses yeux ne se voyaient que dans l'obscurité. Ses yeux ont disparu avec la lumière, mais lui, il est peut-être encore là. Et il se leva, chercha, fit prudemment le tour des choses. Il regarda sous son lit comme un enfant. Alors, il se trouva ridicule. Il dit tout haut « Que croire ? Que ne pas croire avec un pareil conte de fées ? Où finit le réel ? Où commence le fantastique ? Qu'a-t-elle vu ? Qu'a-t-elle cru voir ?» Il ajouta, frémissant « Et moi-même, qu'ai-je vu ? Ai-je bien vu les yeux de braise tout à l'heure ? N'ont-ils brillé que dans mon imagination ? Voilà que je ne suis plus sûre de rien, et je ne prêterai point serment sur ces yeux-là. » Il se recoucha. De nouveau, il fit l'obscurité. Les yeux réapparurent. « Oh !» soupira Raoul. Dressé sur son séant, il les fixait à son tour, aussi bravement qu'il pouvait. Après un silence qui l'occupa à ressaisir tout son courage, il cria tout à coup. « Est-ce toi, Éric ? Homme, génie ou fantôme, est-ce toi ?» Il réfléchit. « Si c'est lui, il est sur le balcon. » Alors il courut, en chemise, à un petit meuble dans lequel il saisit à tâtons un revolver. Armé, il ouvrit la porte-fenêtre. La nuit était alors extrêmement fraîche. Raoul ne prit que le temps de jeter un coup d'œil sur le balcon désert et il rentra, refermant la porte. Il se recoucha en frissonnant, le revolver sur la table de nuit à sa portée. Une fois encore, il souffla la bougie. Les yeux étaient toujours là, au bout du lit. Était-il entre le lit et la glace de la fenêtre, ou derrière la glace de la fenêtre, c'est-à-dire sur le balcon ? Voilà ce que Raoul voulait savoir. Il voulait savoir aussi si ces yeux-là appartenaient à un être humain. Il voulait tout savoir. Alors, patiemment, froidement, sans déranger la nuit qui l'entourait, le jeune homme prit son revolver et visa. Il visa les 2 étoiles d'or qui le regardaient toujours, avec un si singulier éclat immobile. Il visa un peu au-dessus des 2 étoiles. Certes, si ces étoiles étaient des yeux, et si au-dessus de ces yeux il y avait un front, et si Raoul n'était point trop maladroit, la détonation roula avec un fracas terrible dans la paix de la maison endormie. Et pendant que dans les corridors, des pas se précipitaient, Raoul, sur son séant, le bras tendu, prêt à tirer encore, regardait. Les 2 étoiles, cette fois, avaient disparu. De la lumière, des gens, le comte Philippe, affreusement anxieux. « Qu'y a-t-il, Raoul ?»« Il y a que je crois bien que j'ai rêvé, » répondit le jeune homme. « J'ai tiré sur 2 étoiles qui m'empêchaient de dormir. »« Tu divagues ? Tu es souffrant ? Je t'en prie, Raoul, que s'est-il passé ?» Et le comte s'empara du revolver. « Non, non, je ne divague pas. » Du reste, nous allons bien savoir. Il se releva, passa une robe de chambre, chaussa ses pantoufles, prit des mains d'un domestique une lumière et, ouvrant la porte-fenêtre, retourna sur le balcon. Le comte avait constaté que la fenêtre avait été traversée d'une balle à hauteur d'homme. Raoul était penché sur le balcon, avec sa bougie. « Oh ! Oh !
fit-il. Du sang. Ici, là, encore du sang. Tant mieux, un fantôme qui saigne, c'est moins dangereux, ricana-t-il. Raoul, Raoul, Raoul. Le comte le secouait, comme s'il eût voulu faire sortir un somnambule de son dangereux sommeil. Mais, mon frère, je ne dors pas, protesta Raoul, impatienté. Vous pouvez voir ce sang comme tout le monde. J'avais cru rêver et tirer sur 2 étoiles. C'étaient les yeux d'Éric. Et voici son sang. Il ajouta, subitement inquiet. Après tout, j'ai peut-être eu tort de tirer, et Christine est bien capable de ne point me le pardonner. Tout ceci ne serait point arrivé si j'avais eu la précaution de laisser retomber les rideaux de la fenêtre en me couchant. Raoul, es-tu devenu subitement fou? Réveille-toi! Encore? Vous feriez mieux, mon frère, de m'aider à chercher Éric, car enfin, un fantôme qui saigne, ça doit pouvoir se retrouver. Le valet de chambre du comte dit « C'est vrai, monsieur, qu'il y a du sang sur le balcon. » Un domestique apporta une lampe à la lueur de laquelle on put examiner toute chose. La trace du sang suivait la rampe du balcon et allait rejoindre une gouttière, et la trace de sang remontait le long de la gouttière. « Mon ami, dit le comte Philippe, tu as tiré sur un chat. » Le malheur, fit Raoul avec un nouveau ricanement, qui sonna douloureusement aux oreilles du comte. C'est que c'est bien possible. Avec Éric, on ne sait jamais. Est-ce Éric? Est-ce le chat? Est-ce le fantôme? Est-ce de la chair ou de l'ombre? Non, non. Avec Éric, on ne sait jamais. Raoul commençait à tenir cette sorte de propos bizarres qui répondait si intimement et si logiquement aux préoccupations de son esprit et qui faisait si bien suite aux confidences étranges, à la fois réelles et d'apparence surnaturelle, de Christine Daae. Et ces propos ne contribuèrent point peu à persuader à beaucoup que le cerveau du jeune homme était dérangé. Le comte lui-même y fut pris, et plus tard, le juge d'instruction, sur le rapport du commissaire de police, n'eut point de peine à conclure. « Qui est Éric ?» demanda le comte, en pressant la main de son frère. « C'est mon rival, et s'il n'est pas mort, tant pis !» D'un geste, il chassa les domestiques. La porte de la chambre se referma sur les 2 Chagny, mais les gens ne s'éloignèrent point si vite que le valet de chambre du comte n'entendit Raoul prononcer distinctement et avec force « Ce soir, j'enlèverai Christine Daae !» Cette phrase fut répétée par la suite au juge d'instruction fort, mais on ne sut jamais exactement ce qui se dit entre les 2 frères pendant cette entrevue. Les domestiques racontèrent que ce n'était point cette nuit-là la première querelle qui les faisait s'enfermer. À travers les murs, on entendait des cris, et il était toujours question d'une comédienne qui s'appelait Christine Daae. Au petit déjeuner du matin, que le comte prenait dans son cabinet de travail, Philippe donna l'ordre que l'on allât prier son frère de le venir rejoindre. Raoul arriva, sombre et muet. La scène fut très courte. Le comte. « Lis ceci !» Philippe tenta à son frère un journal, L'Époque. Du doigt, il lui désigne les causes suivantes. Le vicomte, du bout des lèvres, lisant. Une grande nouvelle au faubourg. Il y a promesse de mariage entre mademoiselle Christine Daae, artiste lyrique, et monsieur le vicomte Raoul de Chagny. S'il faut en croire les potins de coulisses, le comte Philippe aurait juré que pour la première fois, les Chagny ne tiendraient point leurs promesses. Comme l'amour à l'opéra plus qu'ailleurs est tout-puissant, on se demande de quels moyens peut bien disposer le comte Philippe pour empêcher le vicomte, son frère, de conduire à l'hôtel la Marguerite nouvelle. On dit que les 2 frères s'adorent, mais le comte s'abuse étrangement s'il espère que l'amour fraternel le cédera à l'amour tout court. Le comte, triste. « Tu vois, Raoul, tu nous rends ridicules. Cette petite t'a complètement tourné la tête avec ses histoires de revenants. » Le vicomte avait donc rapporté le récit de Christine à son frère. Le vicomte. « Adieu, mon frère. » Le comte. « C'est bien entendu. Tu pars ce soir ?» Le vicomte ne répond pas. « Avec elle ? Tu
Tu ne feras pas une pareille bêtise !» Silence du comte. « Je saurais bien t'en empêcher. » Le vicomte. « Adieu, mon frère. » Il s'en va. Cette scène a été racontée au juge d'instruction par le comte lui-même, qui ne devait plus revoir son frère Raoul que le soir même, à l'opéra, quelques minutes avant la disparition de Christine. Toute la journée, en effet, fut consacrée par Raoul aux préparatifs d'enlèvement. Les chevaux, la voiture, le cocher, les provisions, les bagages, l'argent nécessaire, l'itinéraire. On ne devait pas prendre le chemin de fer pour dérouter le fantôme. Tout cela l'occupa jusqu'à 9h du soir. À 9h, une sorte de berline dont les rideaux étaient tirés sur les portières hermétiquement closes vint prendre la file du côté de la rotonde. Elle était attelée à 2 vigoureux chevaux et conduite par un cocher dont il était difficile de distinguer la figure tant celle-ci était emmitouflée dans les longs plis d'un cache-nez. Devant cette berline se trouvaient 3 voitures. L'instruction établit plus tard que c'étaient les coupés de la Carlotta, revenus soudain à Paris, de la Sorelli, et en tête, du comte Philippe de Chagny. De la berline, nul ne descendit. Le cocher resta sur son siège, les 3 autres cochers étaient restés également sur le leur. Une ombre, enveloppée d'un grand manteau noir et coiffée d'un chapeau de feutre mou noir, passa sur le trottoir entre la rotonde et les équipages. Elle semblait considérer plus attentivement la berline. Elle s'approcha des chevaux, puis du cocher, puis l'ombre s'éloigna, sans avoir prononcé un mot. L'instruction crut plus tard que cette ombre était celle du vicomte Raoul de Chagny. Quant à moi, je ne le crois pas. Attendu que ce soir-là, comme les autres soirs, le vicomte de Chagny avait un chapeau haut de forme, qu'on a, du reste, retrouvé. Je pense plutôt que cette ombre était celle du fantôme, qui était au courant de tout, comme on va le voir tout de suite. On jouait Faust, comme par hasard. La salle était des plus brillantes. Le faubourg était magnifiquement représenté. À cette époque, les abonnés ne cédaient point, ne louaient ni ne sous-louaient, ni ne partageaient leur loge avec la finance ou le commerce ou l'étranger. Aujourd'hui, dans la loge du marquis Untel, qui conserve toujours ce titre, loge du marquis Untel, puisque le marquis en est, de par contrat titulaire, dans cette loge, disons-nous. Se prélasse tel marchand de porc salé et sa famille, ce qui est le droit du marchand de porc, puisqu'il paie la loge du marquis. Autrefois, ces mœurs étaient à peu près inconnues. Les loges d'opéra étaient des salons où l'on était à peu près sûr de rencontrer ou de voir des gens du monde, qui quelquefois aimaient la musique. Toute cette belle compagnie se connaissait sans pour cela se fréquenter nécessairement. Mais on mettait tous les noms sur les visages et la physionomie du comte de Chagny n'était ignorée de personne. L'écho paru le matin, dans l'époque, avait dû déjà produire son petit effet, car tous les yeux étaient tournés vers la loge où le comte Philippe, d'apparence fort indifférente et de mine insouciante, se trouvait tout seul. L'élément féminin de cette éclatante assemblée paraissait singulièrement intrigué, et l'absence du vicomte donnait lieu à 100 chuchotements derrière les éventails. Christine Daae fut accueillie assez froidement. Ce public spécial ne lui pardonnait point d'avoir regardé si haut. La diva se rendit compte de la mauvaise disposition d'une partie de la salle et en fut troublée. Les habitués, qui se prétendaient au courant des amours du vicomte, ne se privèrent pas de sourire à certains passages du rôle de Marguerite. C'est ainsi qu'ils se retournèrent ostensiblement vers la loge de Philippe de Chagny, quand Christine chanta la phrase « Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme, si c'est un grand seigneur et comment il se nomme. » Le menton appuyé sur sa main, le vicomte ne semblait point prendre garde à ces manifestations. Il fixait la scène. Mais la regardait-il ? Il paraissait loin de tout. De plus en plus, Christine perdait toute assurance. Elle tremblait. Elle allait à une catastrophe. Carolus Fonta se demanda si elle n'était pas souffrante, si elle pourrait tenir en scène jusqu'à la fin de l'acte, qui était celui du jardin. Dans la salle, on se rappelait le malheur arrivé, à la fin de cet acte, à la Carlotta, et le couac historique qui avait momentanément suspendu sa carrière à Paris. Justement, la Carlotta fit alors son entrée dans une loge de face, entrée sensationnelle.
La pauvre Christine leva les yeux vers ce nouveau sujet d'émoi. Elle reconnut sa rivale. Elle crut l'avoir ricanée. Ceci la sauva. Elle oublia tout, pour une fois de plus, triompher. À partir de ce moment, elle chanta de toute son âme. Elle essaya de surpasser tout ce qu'elle avait fait jusqu'alors et elle y parvint. Au dernier acte, quand elle commença d'invoquer les anges et de se soulever de terre, elle entraîna dans une nouvelle envolée toute la salle frémissante et chacun put croire qu'il avait des ailes. À cet appel surhumain, au centre de l'amphithéâtre, un homme s'était levé et restait debout, face à l'actrice, comme si, d'un même mouvement, il quittait la terre. C'était Raoul. Ange pur, ange radieux, ange pur, ange radieux. Et Christine, les bras tendus, la gorge embrasée, enveloppée dans la gloire de sa chevelure dénouée sur ses épaules nues, jetait la clameur divine. Portez mon âme au sein des cieux. C'est alors que tout à coup, une brusque obscurité se fit sur le théâtre. Cela fut si rapide que les spectateurs eurent à peine le temps de pousser un cri de stupeur, car la lumière éclaira la scène à nouveau. Mais Christine Daae n'y était plus. Qu'était-elle devenue? Quel était ce miracle? Chacun se regardait sans comprendre et l'émotion fut tout de suite à son comble. L'émoi n'était pas moindre sur le plateau et dans la salle. Des coulisses, on se précipitait vers l'endroit où, à l'instant même, Christine chantait. Le spectacle était interrompu au milieu du plus grand désordre. Où donc était passée Christine? Quel sortilège l'avait ravie à des milliers de spectateurs enthousiastes et dans les bras même de Carolus Fonta? En vérité, on pouvait se demander si, exaucant sa prière enflammée, les anges ne l'avaient point réellement emportée au sein des cieux, corps et âme. Raoul, toujours debout à l'amphithéâtre, avait poussé un cri. Le comte Philippe s'était dressé dans sa loge. On regardait la scène, on regardait le comte, on regardait Raoul et l'on se demandait si ce curieux événement n'avait point à faire avec l'écho paru le matin même dans un journal. Mais Raoul quitta hâtivement sa place. Le comte disparut de sa loge et pendant que l'on baissait le rideau, les abonnés se précipitèrent vers l'entrée des coulisses. Le public attendait une annonce dans un brouhaha indescriptible. Tout le monde parlait à la fois. Chacun prétendait expliquer comment les choses s'étaient passées. Les uns disaient « Elle est tombée dans une trappe ». Les autres « Elle a été enlevée dans les frises ». La malheureuse est peut-être victime d'un nouveau truc inauguré par la nouvelle direction. D'autres encore « C'est un guet-apens. La coïncidence de la disparition et de l'obscurité le prouve suffisamment. » Enfin, le rideau se leva, lentement, et Carolus Fonta s'avançant jusqu'au pupitre du chef d'orchestre, annonça d'une voix grave et triste. « Mesdames et messieurs, un événement inouï et qui nous laisse dans une profonde inquiétude vient de se produire. Notre camarade, Christine Daae, a disparu sous nos yeux, sans que l'on puisse savoir comment. » Chapitre 2. Singulière attitude d'une épingle de nourrice. Sur le plateau, c'est une cohue sans nom. Artistes, machinistes, danseuses, marcheuses, figurantes, choristes, abonnés. Tout le monde interroge, crie, se bouscule. Oh, qu'est-elle devenue? Elle s'est fait enlever. C'est le vicomte de Chagny qui l'a emportée. Non, c'est le comte. Ah, voilà Carlotta. C'est Carlotta qui a fait le coup. Non, c'est le fantôme. Et quelques-uns rient, surtout depuis que l'examen attentif des trappes et planchers a fait repousser l'idée d'un accident. Dans cette foule bruyante, on remarque un groupe de 3 personnages qui s'entretiennent à voix basse avec des gestes désespérés. C'est Gabriel, le maître de chant, Mercier, l'administrateur, et le secrétaire Rémy. Ils se sont retirés dans l'angle d'un tambour qui fait communiquer la scène avec le large couloir du foyer de la danse. Là, derrière d'énormes accessoires, ils parlementent. « J'ai frappé, ils ne m'ont pas répondu.
Ils ne sont peut-être plus dans le bureau. En tout cas, il est impossible de le savoir, car ils ont emporté les clés. Ainsi s'exprime le secrétaire Rémy, et il n'est point douteux qu'il ne désigne par ces paroles messieurs les directeurs. Ceux-ci ont donné l'ordre au dernier entracte de ne venir les déranger sous aucun prétexte. Ils n'y sont pour personne. Tout de même, s'exclame Gabriel, on n'enlève pas une chanteuse en pleine scène tous les jours. Leur avez-vous crié cela ? Interroge Mercier. J'y retourne, fait Rémy. Et, courant, il disparaît. Là-dessus, le régisseur arrive. Eh bien, monsieur Mercier, venez-vous ? Que faites-vous ici tous les deux ? On a besoin de vous, monsieur l'administrateur. Je ne veux rien faire ni rien savoir avant l'arrivée du commissaire, déclare Mercier. J'ai envoyé chercher Mifroi. Nous verrons quand il sera là. Et moi, je vous dis qu'il faut descendre tout de suite au jeu d'orgue. Pas avant l'arrivée du commissaire. Moi, j'y suis déjà descendu au jeu d'orgue. Ah ? Et qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien, je n'ai vu personne. Entendez-vous bien ? Personne. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Évidemment, réplique le régisseur, qui se passe avec frénésie les mains dans une toison rebelle. Évidemment. Mais peut-être que s'il y avait quelqu'un au jeu d'orgue, ce quelqu'un pourrait nous expliquer comment l'obscurité a été faite tout à coup sur la scène. Or, Mauclerc n'est nulle part. Comprenez-vous ? Mauclerc était le chef d'éclairage qui dispensait à volonté sur la scène de l'opéra, le jour et la nuit. Mauclerc n'est nulle part, répète Mercier ébranlé. Eh bien, et ses aides ? Ni Mauclerc, ni ses aides. Personne à l'éclairage, je vous dis. Vous pensez bien, hurle le régisseur, que cette petite ne s'est pas enlevée toute seule. Il y avait là un coup monté qu'il faut savoir. Et les directeurs qui ne sont pas là ? J'ai défendu qu'on descende à l'éclairage. J'ai mis un pompier devant la niche du jeu d'orgue. J'ai pas bien fait ? Si, vous avez bien fait. Et maintenant, attendons le commissaire. Le régisseur s'éloigne en haussant les épaules, rageur, mâchant des injures à l'adresse de ces poules mouillées qui restent tranquillement blotties dans un coin quand tout le théâtre est sans dessus-dessous. Tranquille, Gabriel et Mercier ne l'étaient guère. Seulement, ils avaient reçu une consigne qui les paralysait. On ne devait déranger les directeurs pour aucune raison au monde. Rémy avait enfreint cette consigne, et cela ne lui avait point réussi. Justement, le voici qui revient de sa nouvelle expédition. Sa mine est curieusement effarée. « Eh bien, vous leur avez parlé ?» interroge Mercier. Rémy répond. Mon Charmin finit par m'ouvrir la porte. Les yeux lui sortaient de la tête, j'ai cru qu'il allait me frapper. Je n'ai pas pu placer un mot. Savez-vous ce qu'il m'a crié ? Avez-vous une épingle de nourrice ? Non. Eh bien, fichez-moi la paix. Je veux lui répliquer qu'il se passe au théâtre un événement inouï. Il clame « Une épingle de nourrice ! Donnez-moi tout de suite une épingle de nourrice !» Un garçon de bureau qui l'avait entendu, il criait comme un sourd, accourt avec une épingle de nourrice, la lui donne, et aussitôt, mon Charmin me ferme la porte au nez. Et voilà. Et vous n'avez pas pu lui dire, Christine Daae, « Eh, j'aurais voulu vous y voir, il écumait, il ne pensait qu'à son épingle de nourrice. Je crois que si on ne la lui avait pas apportée sur le champ, il serait tombé d'une attaque. Certainement, tout ceci n'est pas naturel et nos directeurs sont en train de devenir fous. » Monsieur le secrétaire Rémy n'est pas content. Il le fait voir. « Ça ne peut pas durer comme ça. Je n'ai pas l'habitude d'être traité de la sorte. » Tout à coup, Gabriel souffle. « C'est encore un coup du fantôme de l'opéra. » Rémy ricane. Mercier soupire, semble prêt à lâcher une confidence, mais ayant regardé Gabriel qui lui fait signe de se taire, il reste muet. Cependant, Mercier, qui sent sa responsabilité grandir au fur et à mesure que les minutes s'écoulent et que les directeurs ne se montrent pas, n'y tient plus. « Hé,
Je cours moi-même les relancer, décide-t-il. Gabriel, subitement très sombre et très grave, l'arrête. Pensez à ce que vous faites, Mercier. S'ils restent dans leur bureau, c'est que peut-être c'est nécessaire. Le fantôme de l'opéra a plus d'un tour dans son sac. Mais Mercier secoue la tête. Tant pis, j'y vais. Si on m'avait écouté, il y aurait beau temps qu'on aurait tout dit à la police. Et il part. Tout quoi ? Demande aussitôt Rémi. Qu'est-ce qu'on aurait dit à la police ? Ah, vous vous taisez, Gabriel. Vous aussi, vous êtes dans la confidence ? Eh bien, vous ne feriez pas mal de m'y mettre, si vous voulez que je ne crie point que vous devenez tous fous. Oui, fous, en vérité. Gabriel roule des yeux stupides et affecte de ne rien comprendre à cette sortie inconvenante de monsieur le secrétaire particulier. « Quelle confidence ?» murmure-t-il. « Je ne sais ce que vous voulez dire. » Rémi s'exaspère. Ce soir, Richard et Moncharmin, ici même, dans les entr'actes, avaient des gestes d'aliénés. « Je n'ai pas remarqué, » grogne Gabriel, très ennuyé. « Vous êtes le seul ? Est-ce que vous croyez que je ne les ai pas vus ? Et que M. Parabise, le directeur du Crédit Central, ne s'est aperçu de rien ? Et que M. l'ambassadeur de la Borderie a les yeux dans sa poche ? Mais M. le maître de chant, tous les abonnés se les montraient du doigt, nos directeurs. « Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, nos directeurs ?» demande Gabriel, de son air le plus niais. « Ce qu'ils ont fait ? Mais vous le savez mieux que personne, ce qu'ils ont fait. Vous étiez là. Et vous les observiez, vous et Mercier, et vous étiez les seuls à ne pas rire. Je ne comprends pas. » Très froid, très renfermé, Gabriel étend les bras et les laisse retomber, geste qui signifie évidemment qu'il se désintéresse de la question. Rémi continue. « Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie ? Ils ne veulent plus qu'on les approche maintenant ? » Comment ? Comment ils ne veulent plus qu'on les approche ? Ils ne veulent plus qu'on les touche. Vraiment ? Vous avez remarqué qu'ils ne veulent plus qu'on les touche ? Voilà qui est certainement bizarre. Vous l'accordez, ce n'est pas trop tôt. Et ils marchent à reculons. À reculons ? Vous avez remarqué que nos directeurs marchent à reculons ? Je croyais qu'il n'y avait que les écrevisses qui marchaient à reculons. Ne riez pas, Gabriel, ne riez pas. Je ne ris pas, proteste Gabriel, qui se manifeste sérieux comme un pape. Pourriez-vous m'expliquer, je vous prie, Gabriel, vous qui êtes l'ami intime de la direction, pourquoi à l'entracte du jardin devant le foyer, alors que je m'avançais la main tendue vers monsieur Richard, j'ai entendu monsieur Moncharmin me dire précipitamment à voix basse « Éloignez-vous, éloignez-vous, surtout ne touchez pas à monsieur le directeur. » Suis-je un pestiféré ? Incroyable. Et quelques instants plus tard, quand monsieur l'ambassadeur de la Borderie s'est dirigé à son tour vers monsieur Richard, n'avez-vous pas vu monsieur Moncharmin se jeter entre eux, et ne l'avez-vous pas entendu s'écrier « Monsieur l'ambassadeur, je vous en conjure, ne touchez pas à monsieur le directeur. » Effarant. Et qu'est-ce que faisait Richard pendant ce temps-là ? Ce qu'il faisait, vous l'avez bien vu, il faisait demi-tour, saluait devant lui alors qu'il n'y avait personne devant lui et se retirait à reculons. À reculons. Et Moncharmin, derrière Richard, avait fait lui aussi demi-tour. C'est-à-dire qu'il avait accompli derrière Richard un rapide demi-cercle et lui aussi se retirait à reculons. Et ils se sont allés comme ça jusqu'à l'escalier de l'administration à reculons. À reculons. Enfin, s'ils ne sont pas fous, m'expliquerez-vous ce que ça veut dire ? Il répétait peut-être, indique Gabriel sans conviction, une figure de ballet. Monsieur le secrétaire Rémi se sent outragé par une aussi vulgaire plaisanterie dans un moment aussi dramatique. Ses yeux se froncent, ses lèvres se pincent, il se penche à l'oreille de Gabriel. Ne faites pas le malin, Gabriel. Il se passe des choses ici, dont Mercier et vous pourriez prendre votre part de responsabilité. Quoi donc ? Interroge Gabriel. Christine Daae n'est point la seule qui a disparu tout à coup ce soir. Il n'y a pas de
Pourriez-vous me dire pourquoi, lorsque la mère Giry est descendue tout à l'heure au foyer, Mercier l'a prise par la main et l'a emmenée dardard avec lui? Tiens, fait Gabriel, je n'ai pas remarqué. Vous l'avez si bien remarqué, Gabriel, que vous avez suivi Mercier et la mère Giry jusqu'au bureau de Mercier. Depuis ce moment, on vous a vu, vous et Mercier. Mais on n'a plus revu la mère Giry. Croyez-vous donc que nous l'avons mangée? Non. Mais vous l'avez enfermée, à double tour dans le bureau. Et quand on passe près de la porte du bureau, savez-vous ce qu'on entend? On entend ces mots. Ah, les bandits! Ah, les bandits! À ce moment de cette singulière conversation, arrive Mercier, tout essoufflé. Voilà, fit-il d'une voix morne. C'est plus fort que tout, je leur ai crié. C'est très grave. Ouvrez, c'est moi, Mercier. J'ai entendu des pas, la porte s'est ouverte et mon charmant est apparu. Il était très pâle. Il me demanda « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui ai répondu « On a enlevé Christine Daae. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu? « Tant mieux pour elle. » Et il a refermé la porte en me déposant ceci dans la main. Mercier ouvre la main. Rémi et Gabriel regardent. « L'épingle de nourrice !» s'écrie Rémi. « Étrange, étrange !» prononce tout bas Gabriel, qui ne peut se retenir de frissonner. Soudain, une voix les fait se retourner tous les trois. « Pardon, messieurs, pourriez-vous me dire où est Christine Daae ?» Malgré la gravité des circonstances, une telle question les eût sans doute fait éclater de rire, s'ils n'avaient aperçu une figure si douloureuse qu'ils en eurent pitié tout de suite. C'était le vicomte Raoul de Chagny. Bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. On a commencé du coup la deuxième partie. Je n'ai lu que 2 chapitres parce que je trouve que là c'est vraiment un découpage de bâtard et vous devez avoir très envie d'écouter la suite dimanche prochain. J'ai fait exprès. Non en fait c'est pas très long et attendez. Le prochain chapitre, je vous dis juste le titre. Christine, point d'exclamation, Christine, point d'exclamation. Et entre guillemets, donc c'est une citation. Je pense que j'en lirai 3 la prochaine fois. À vue de nez. Hein. Ça va peut-être changer d'ici là. Donc pour rappel, la deuxième partie compte 15 chapitres, dont l'épilogue. L'épilogue, c'est le 15e chapitre. Donc c'est possible que dimanche prochain, je lise le chapitre 3, le 4 et le 5. Le 3 étant très court, le 5 moyennement court, le 4 un peu plus long. Parce qu'on s'en fout un peu en fait. Et ben je trouve qu'il y a autant un mélange de... On sent que ça va être le merdier là un peu quand même. On sent qu'il y a... Enfin moi ce que je sens c'est qu'il y a toujours ce côté très lourd de la tragédie qui est en marche et où on sent que ça va pas bien finir. C'est le sentiment que j'ai. Je connais pas l'histoire. Chut si vous connaissez. Merci de pas me spoiler. Non, je pense que si je connaissais la fin de cette histoire-là, si je me faisais spoiler, je l'aurais peut-être un peu mauvaise, donc je vais éviter les fiches Wikipédia ou des trucs comme ça. Et oui, je range mon pot de crème, parce que j'en suis à me tartiner de ça pour mon eczéma, qui est quand même vachement moins enflammé. Hein. Donc je me suis tartinée 2 fois, et ma peau, elle a tellement soif qu'elle a tout bu. On parie que mardi, quand j'ai rendez-vous chez mon dermato, je vais être quasiment guérie. C'est souvent ça, hein. Donc, je sens la grosse tragédie qui arrive, mais c'est toujours soutenu par ce côté humour où, en gros, là, ils sont tous en train de courir comme des poulets sans tête dans l'opéra, parce que personne ne comprend ce qui s'est passé. Et que les directeurs qui sont censés un petit peu chapeauter tout ça et diriger tout le monde, eh ben, ils font des trucs complètement débiles, que personne ne comprend. Je me demande du coup si
Bon, en général, je ne suis pas forcément très pertinente dans mes théories, mais l'histoire de l'épingle de nourrice, moi j'appelle ça une épingle à nourrice. Si elle ne savait pas à récupérer l'anneau de Christine Daae, et est-ce que elle n'a pas été escamotée, entre guillemets, elle n'a pas été enlevée de la scène pour être envoyée peut-être au fantôme, mais à la condition qu'elle porte la bague. Est-ce que la bague n'est pas nécessaire pour que quand elle appelle Eric arrive? Je pense à quelque chose comme ça sans être plus convaincue que ça. Est-ce qu'Eric n'a pas été blessé? Est-ce que Eric c'est pas le chat sur le balcon? Et Raoul en fait il commence aussi à avoir un comportement qui est un peu qui pose vraiment question sur sa santé mentale, comme Christine. Ce qui fait qu'il y a un peu tout le monde qui se demande qu'est-ce qui se passe là, parce que la scène avec les yeux sur le balcon, ou peut-être au bout du lit, là, mais c'est trop flippant. Mais je veux pas vivre ça, moi. Donc, on est samedi 22 juin, il est minuit, ce qui signifie que je ne vais pas tarder non plus à aller me coucher, je vais juste faire le montage de Perrault avant, je n'en ai pas pour long. Mais des histoires d'yeux qui observent dans la nuit et qui disparaissent quand il y a de la lumière, au secours. Je veux pas savoir. Est-ce que vous connaissez les anges de pierre? Je crois que c'était Doctor Who, et je crois que c'est le seul épisode que j'ai regardé en entier de Doctor Who. C'est terrifiant. Je vous mets un lien vers le résumé. Mais non, mais c'est super flippant. Encore, c'est des yeux qui restent fixes, qui ne se rapprochent pas au fur et à mesure qu'il allume la lumière. Ça fait très film d'horreur, ça, en fait. Il y a des yeux, j'allume la lumière, il n'y a plus rien. Je fouille la chambre, il n'y a rien. J'éteins la bougie, il y a les yeux. Ça fait très très film d'horreur. Hein. C'est flippant. Et je suis toujours paumée. Bon, c'est un fantôme qui saigne, donc Raoul, je pense qu'il a raison. Il a blessé Eric, et Eric, c'est un homme de chair et de sang qui se fait passer pour un fantôme. Je vois pas d'autres explications, mais je sens que ça va pas finir très très bien. Ça va pas finir dans la joie et le bonheur. Ça m'étonnerait. Est-ce que ça va finir en mode tragédie grecque où tout le monde meurt à la fin et le cœur rappelle un petit peu à la Jean Anouilh que de toute façon c'était une tragédie, ça pouvait pas finir autrement. Enfin, voyons, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est assez flippant, hein. Je trouve que l'écriture est très efficace. Après, c'est vrai que comme disait Madame Muller, mon amie, comme disait Céline, je pense que ça se voit que j'aime cette lecture-là parce que j'y mets vraiment le ton, je suis à fond dedans, j'adore. Hein. Donc je pense que ça s'entend que je suis à fond dedans, que je mets le ton, etc. Et que j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Ce qui me fait dire que j'irai peut-être pas forcément du côté de Rouletabille parce que ça m'attire pas tant que ça, les histoires d'enquête et compagnie, enfin les histoires vraiment policières ou détectives où il y a un meurtre ou quelque chose et qu'il faut résoudre l'enquête. Mais il a écrit d'autres choses qui sont, enfin Gaston Leroux, qui vont être moins trucs à épisode à la Rouletabille où il y en a plein. Et ça me donne envie d'aller jeter un œil quand même, comme Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne d'ailleurs, je crois que j'ai chopé 1 ou 2 livres de lui qui ont l'air pas mal. Bref. Nathaniel Hawthorne, c'est celui qui a écrit La lettre écarlate. Et oui, j'ai un accent pourri. Ça change pas. Je vais m'arrêter là. J'ai très très envie de lire la suite. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit message. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories sur la suite ou sur ce qui s'est passé pour Christine. Bon, si vous savez... essayez peut-être d'aiguiller un peu, mais sans balancer le spoiler aussi dans les commentaires parce que c'est pas très cool pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Mais c'est vraiment excellent. Après, il y a comment dire, il y a quand même un côté qui est très vaudeville ou très drôle au final où tout le monde est un peu affolé et personne ne sait ce qui s'est passé. Du coup, les gens
j'ai pas retenu les noms, mais celui qui faisait un peu le bêta et l'autre qui posait des questions, qu'est-ce qui s'est passé, ils sont où les directeurs, etc. Il y a un côté qui fait presque vaudeville en fait. Enfin, c'est drôle quoi, c'est des scènes comiques alors qu'il se passe un truc qui est peut-être complètement dramatique. Et c'est vachement bien mené en fait. Je trouve que c'est bien dosé le fait de nous faire passer d'une émotion à l'autre. J'aime beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment prendre des leçons de ce roman-là, franchement. Et je sais pas si vous avez tilté, ça devait être dans le deuxième chapitre. Il me semble, un moment où on passe vraiment d'une narration qui est très enquête, c'est l'enquêteur, donc je sais toujours pas qui c'est cet enquêteur-là, et on repasse à une narration très enquête sur ce qui s'est passé, etc., les faits, et on repasse en fait, on glisse à être à ce moment-là, avec tout le monde dans l'opéra et assister à des choses extraordinaires. Franchement, vraiment, on a des leçons à prendre de ce livre. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez du beau temps si vous en avez. Là, peut-être que l'été commence à arriver, on n'est pas trop sûr. On a eu 2 jours de printemps, donc peut-être que l'été va arriver. Et j'espère qu'on aura un peu de beau temps quand même, ça ferait du bien parce que il a plu des litres, des seaux et des seaux de flotte il y a 2 jours. Chez nous, on a pensé que le garage serait inondé. C'est pas grave, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent, il y a plus dramatique dans la vie. À tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein et peut-être à demain pour les caractères de la bruyère. J'ai déjà enregistré un chapitre, je vais essayer d'en enregistrer 1 ou 2 encore histoire de le torcher. Et la bruyère par contre, je pense que je vais en faire du contenu sur Instagram sous forme de prompt pour les auteurs. Parce qu'en y réfléchissant, en fait, il y a différentes thématiques pour les chapitres. Et je pense que on peut ressortir des choses pour construire un personnage, construire des relations entre des personnages, construire un univers avec des règles et compagnie. Enfin, il y a de quoi faire. La bruyère, c'est pas inintéressant, hein, franchement. Je pense que c'est pas du tout adapté pour du livre audio, concrètement, parce que c'est chiant à écouter, je pense. C'est pas si chiant que ça à lire, mais c'est pas passionnant non plus. Mais je pense que c'est un bouquin à lire un petit peu par-ci par-là. On va lire un petit chapitre, on va lire 2-3 petits trucs sur un chapitre. Bref, bon dimanche, passez une très bonne semaine, à dimanche prochain ou à mercredi pour je ne sais pas encore quelle vidéo parce que j'arrive pas à lire. Faut que je me magne. Allez, salut!